Scandale Cambridge Analytica, ingérence russe dans les élections américaines, non-respect de la vie privée, pratique anticoncurrentielle. La liste est longue des affaires qui entachent la réputation de Facebook, dont la maison mère se nomme désormais Meta. Le départ récent de Sheryl Sandberg, sa très influente numéro 2, révèle-t-il d'un malaise plus profond? Mark Zuckerberg parviendra-t-il à contrer le succès de TikTok chez les jeunes ou est-il condamné à demeurer le réseau social des boomers? L'avenir est-il dans le métaverse? Débat. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On refait la tech. Quel meilleur endroit pour reprendre cette émission après quelques mois d'arrêt que d'être dans le temple de la tech ici à Paris, à Vivatech, à la porte de Versailles dans le 15e arrondissement, sur le stand du village by CA. Merci à toutes les équipes du village by CA qui nous accueillent. Les équipes menées par Fabrice Marcellin, merci à eux. Fabrice qu'on retrouvera tout à l'heure dans sa propre rubrique. On refait la tech revient donc désormais tous les mois. L'émission réunit la fine fleur de la presse tech en France, a commencé par Marjorie Paillon. Bonjour Marjorie. Bonjour Olivier. Marjorie, on te retrouve sur France 24, sur School TV. Tu n'arrêtes pas en ce moment. Eh ben, tout à fait. Et ici, même à Vivatech News, qui est une chaîne d'infos événementielles qu'on a montée depuis l'année dernière. Et vous pouvez me retrouver sur Tech for Change tous les jours de midi à 15h jusqu'à la fin de Vivatech. Alors, suivez ça en direct, hein, c'est du streaming. Et puis, quand il y a Marjorie, pas loin, il y a toujours Guillaume Gralet du Point, hein, qui est multicasquette lui aussi. France 24, School TV, Le Point, ça va? Ouais, super. Salut Olivier. On a beaucoup de chance d'avoir parce que vous avez l'un et l'autre beaucoup travaillé autour de Facebook. Tu as eu la chance de rencontrer Mark Zuckerberg de ton côté. Donc on a beaucoup à dire ce soir. Et puis on retrouvera le reste de l'équipe dont on refait la tech, Emmanuel Paquette, Cédric Ingrand et d'autres nouvelles têtes, vous verrez dans quelques semaines, à l'occasion d'une nouvelle émission en plateau au village by CA. Une pensée particulière pour notre ami Phil Jeudi. Phil, vous savez, c'est notre chroniqueur des chroniques de San Francisco. C'est lui qui nous donnait un petit peu les grandes tendances de la tech dans la Silicon Valley. Phil a quitté San Francisco pour s'installer en Ukraine, à Kiev, à la fin de l'année dernière. Malheureusement, les événements et la guerre en Ukraine l'ont plus que contrarié. Il a choisi d'y rester. Donc on pense très fort à lui. On a d'ailleurs réalisé ensemble un petit podcast audio qui s'appelle Slava Ukraini. N'hésitez pas à l'écouter et vous découvrirez le quotidien d'un quelqu'un qui vit la guerre en Ukraine. Les amis, nous reviendrons en fin d'émission sur les tendances de Vivatech parce que même si ça ouvre aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses à dire. Mais on commence par le sujet principal de cette mission, Facebook alias Meta. Mauvaise passe pour Meta, c'est le moins qu'on puisse dire. Affaires et scandales à répétition ont durement touché et nuit à la réputation de Facebook qu'on appelle maintenant Meta, a commencé par la fameuse affaire Cambridge Analytica. Est-ce qu'on peut brièvement rappeler les faits? C'est une énorme aspiration de données. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Ouais, on est en 2016, on est en pleine campagne de Donald Trump face à Hillary Clinton et des consultants d'une société qui s'appelle Cambridge Analytica travaillent avec Facebook, à l'époque, pas encore Meta, sur la façon dont elles peuvent justement utiliser les données tierces pour pouvoir pousser du contenu et des posts. Par contre, des posts à contenu politique sur des questions face, par exemple, au second amendement aux États-Unis et au port d'armes, sur des questions sur l'insécurité, sur des questions géopolitiques aussi, et voir comment ces individus, ces utilisateurs Facebook réagissent et en fonction leur pousser encore plus de contenu pro-républicain. Parce qu'à l'époque, Cambridge Analytica et notamment une personne qui aura toute son importance dans la suite du scandale, Brittany Kaiser, qui elle-même est d'obédience, si j'ose dire, démocrate, mais qui travaille à ce moment-là pour Cambridge Analytica, est obligée de pousser ses contenus pour le compte de la campagne de Donald Trump chez Facebook. Et c'est là où le bas blesse. Et on découvre le poteau rose, 87 millions d'utilisateurs dont les données ont été aspirées, qui auraient favorisé grandement non seulement l'élection de Donald Trump aux États-Unis avec une ingérence russe qui est fortement soupçonnée, et au-delà le Brexit, hein, Guillaume. Oui, et on découvre à ce moment-là deux choses. D'abord à travers une centaine de likes, hein, c'est ce qu'on dit à l'époque, eh bien on va voir énormément de choses sur nous, jusqu'à savoir ceux pour qui on pourrait voter. Moi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Et puis surtout, on voit un peu, et c'est
peut-être ce qui a joué dans l'image qu'a eu Facebook, qui a encore aujourd'hui Meta, c'est on essaye des choses, on laisse un peu faire et après on se rend compte des éventuels dérapages. On va présenter plusieurs fois ses excuses et ça, c'est pour ça que Cambridge Analytica est extrêmement emblématique. Le problème, c'est que parfois le monde virtuel a un impact sur le monde réel. Alors on se souvient tous également de l'audition du CEO de Meta, Mark Zuckerberg, devant la commission d'enquête du Sénat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment convaincu. Regardez. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Il s'est bien fait avoir dans cette histoire, l'ami Mark Zuckerberg. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Il s'est fait mener en bateau, il est tombé dans le piège direct. Est-ce que tu penses vraiment qu'il s'est fait avoir? Moi, j'en ai pas la conviction. Je pense que du côté de Mark Zuckerberg, Guillaume nous le dira de façon plus concrète, mais c'est aussi un manque de maturité tout court. C'est-à-dire que c'est la première fois où il est confronté à des questions vraiment concrètes de la part d'une puissance publique, de gouvernants et surtout de députés. C'est la première fois où il a à répondre de ses actes en réalité. Jusqu'à présent, il se comportait comme un enfant roi, un peu hors sol, roi en son pays, roi en sa plateforme, et qui pouvait finalement tout tester, tout bêta-tester, laisser aller un peu au long cours les expérimentations, certes sur nos données, mais qui étaient aussi pour lui des expérimentations business en réalité. Et là, patatras, oui, il tombe dans le piège, mais parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'on lui envoie une question aussi directe. Alors là, on revient très rapidement du virtuel au réel, il revient sur Terre, il sort un petit peu de sa tour d'ivoire, ce qui est plutôt rare de la part de Mark Zuckerberg. Tu l'as interviewé pour Le Point. Est-ce que tu as eu le sentiment de personnes qui vivaient un petit peu en autarcie et un petit peu je dirais embastillés, qui étaient loin des contraintes quotidiennes des gens qui sont sur Facebook et qui ont pu être manipulés par ces affaires d'aspiration de données? Alors, si je suis très sévère sur cette entreprise qui a énormément de responsabilités, elle le découvre souvent un peu tard, ou en tout cas à travers ses excuses, elle s'en rend compte publiquement un peu trop tard. Sur la personnalité de Mark Zuckerberg, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement introverti, de passionné par la technologie. Il est par exemple passionné par une manière de révolutionner les interfaces homme-machine, une manière de communiquer. Il pense qu'on perd beaucoup trop de temps en utilisant un clavier par exemple pour s'adresser à un correspondant. Il pense qu'on devrait pouvoir communiquer de cerveau à cerveau. Ça, il en est passionné, et quelque part le fait de se trouver sous les feux de la rampe, c'est pas uniquement par cynisme qu'il répond mal ou par manque de pont, mais c'est en partie dû à sa personnalité très introvertie, je pense. Bref, une forme de naïveté, on pourrait dire, de sa part. Ouais, ou alors le refus de prendre en compte la responsabilité qui incombe à sa co-création, à sa création. Alors, et comme c'est évidemment Cambridge Analytica, c'est qu'une partie immergée de l'iceberg, est arrivé très rapidement un autre scandale, celui des Facebook Papers. Frances Haugen, qui est une lanceuse d'alerte, une ancienne responsable de Facebook, qui était en charge justement de l'intégrité civique de Facebook, qui a démissionné, qui est parti avec quelques archives, on peut dire ça, Marjorie. Oui, et ce qui est intéressant dans la façon dont Frances Haugen, après les révélations sur l'affaire Cambridge Analytica de Brittany Kaiser et Christopher Wylie, qui est aussi un des lanceurs d'alerte sur cette première affaire, que Frances Haugen va apporter en fait dans l'histoire, c'est aussi un refus clair et net en se disant j'ai vu ce qu'était Facebook en interne, j'ai fait partie de ce comité d'éthique et de ces équipes qui justement étaient censées voir comment étaient respectées les nouvelles guidelines sur Mark Zuckerberg et l'ensemble de l'équipe dirigeante de Facebook s'étaient engagés. Non, ils n'ont pas été true to their words, ils n'ont pas été fidèles à ce sur quoi ils s'étaient engagés. Donc c'est pour cette raison-là que je prends, en tant que Frances Haugen, la décision de démissionner, de partir avec les preuves qui font qu'aujourd'hui je vais vous montrer que
le réseau dont vous êtes utilisateur et utilisatrice n'est pas fidèle aux valeurs qu'il voulait défendre. Et là où c'est intéressant, c'est ce qu'elle explique très bien, notamment, alors c'est une autre conférence tech, mais c'était le Web Summit en novembre dernier. Ce qu'elle explique très bien, c'est qu'elle ne veut pas la mort de Facebook. Au contraire, Facebook pour elle reste un outil utile et s'il fait le ménage en interne. Oui, parce qu'il a considérablement grandi ce réseau social aujourd'hui. Il est mondial et il a un impact qui parfois qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc elle est partie, elle a remis les documents à la SEC, le gendarme de la bourse américaine, et ça va bien au-delà du simplement le comité d'éthique qui aurait dû être mis en place et les éléments de surveillance et de contrôle. Non, pas, ça va au-delà de ces critiques-là, puisqu'elle dit ils sont conscients au-delà de la toxicité de certains services jeunes et d'Instagram chez les plus jeunes notamment. Ouais, c'est tout le rapport à mon avis à la rapidité, à la vitesse d'exécution. Et Marjorie a raison de dire que Francis Haugen ne souhaite pas la mort de Facebook, mais pour que Facebook continue à vivre, il doit peut-être s'arrêter. Il y avait pendant longtemps chez Facebook au siège ces affiches où on affichait Move Fast and Break Things, c'est-à-dire qu'on s'en fiche en réalité des éventuels dégâts, et au lieu de s'arrêter comme l'ont souhaité d'autres lanceurs d'alerte comme Guillaume Chalot, on a préféré avancer en étant conscient. Il y a eu énormément d'autres mémos, hein. Il y a eu un mémo de Andrew Bothworth qui a été complètement passé sous silence, et c'est dommage parce que Facebook, Meta aujourd'hui, on a payé le prix après. Mais parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours cette idée dans l'équipe de Facebook, mais des autres plateformes aussi, hein, de se dire qu'on va pouvoir patcher comme un algorithme ou comme une faille de sécurité les problèmes les uns après les autres une fois qu'on les a détectés. Non, oui, le problème c'est que là la mise à jour elle est beaucoup plus insidieuse que ça parce qu'elle met en jeu la démocratie et surtout cette notion essentielle aujourd'hui d'un point de vue d'une plateforme et de services et de produits numériques qui est celle de la confiance. Il y avait aussi cette affiche qu'on voit partout au siège où on voyait en tout cas Done is better than perfect, c'est-à-dire qu'on vous encourage d'abord à faire les choses avant même de vous interroger sur leur éventuelle portée. Et je me rappelle très bien, j'avais adoré cette anecdote d'une personne qui était passée de chez Google à Facebook. Elle m'avait dit j'ai quitté la maison de retraite pour entrer dans la vie active. C'est-à-dire qu'on va dans un monde où ça va très vite, peut-être sans doute trop vite. Et au-delà, Francis Haugen dénonçait le fait qu'il y avait une volonté véritablement de privilégier les informations, enfin les contenus qui faisaient du clic. Peu importe l'impact que ça pouvait avoir, il fallait cliquer, quoi. C'est un peu l'idée générale. Bah, j'ai envie de dire, je suis qu'une fille basique, hein, tu sais, moi il faut me dire follow the money. Dans la mesure où jusqu'à ce moment-là, le business model, malgré le RGPD, malgré toutes les régulations européennes, on a vu qu'il y en a d'autres désormais en Californie qui se sont calqués sur le modèle européen avec le CCPA notamment en Californie pour le coup. Si ton business model repose sur de la donnée personnelle et sur le fait de pouvoir monétiser au-delà de ça la croissance des contenus et en plus que tout ton projet est de faire rester tes utilisateurs et utilisatrices au maximum sur ta plateforme et de les garder captifs, bon ben voilà, tout est dit. Après cette avalanche de mauvaises nouvelles, de scandales qui ont vraiment durablement entaché la réputation de Facebook, est-ce que justement Facebook peut se remettre de ces scandales-là? Est-ce que c'est selon vous l'une des raisons qui explique aussi que Facebook ait changé de nom et soit débaptisé Meta au-delà de Metaverse? On va en parler en fin d'émission. Ouais, je pense que Facebook a quand même pas mal d'atouts. Il y en a un qui est peut-être pour être encore plus exploité à l'avenir, c'est sa présence en Afrique, notamment, où c'est vraiment un outil d'information, on véhicule l'information, de messagerie qui est extrêmement puissant. Et lorsqu'on voit... Et au-delà utile, on peut le dire. Extrêmement utile, effectivement. Et là, Facebook a été en avance par rapport à d'autres groupes de la tech qui n'ont pas considéré l'Afrique et son potentiel à sa juste mesure. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Tu penses qu'ils peuvent se remettre de ces scandales? Oui, parce qu'en fait... On est en train de parler de Facebook, plateforme, mais Meta, c'est Facebook, plus Instagram, plus WhatsApp, plus Oculus. C'est un agrégat en réalité de produits et de services numériques. Donc que la plateforme même soit attaquée, certes, mais le reste des marques est du Facebookverse, pour pas dire Metaverse, parce que du coup on va en parler dans un instant avec une autre signification. Lui n'est pas atteint. Si tu fais par exemple un comparatif, c'est des chiffres qui viennent juste de paraître, largement à plus de 2 milliards. Donc le fait qu'1 million d'utilisateurs et utilisatrices à travers le monde partent de la plateforme, c'est une chose, mais ça ne va pas leur faire beaucoup de mal, 1 million sur plus de 2 milliards, 2 milliards 8 si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Par contre, ce qui est compliqué pour eux, c'est de gérer la moins bonne adhésion sur la durée moyenne d'écoute. TikTok les a largement dépassés en la matière. Aujourd'hui sur TikTok, on a des utilisatrices et utilisateurs qui restent 25 heures en moyenne sur TikTok, quand Facebook est passé à 16 heures, mais Facebook est suivi de près en tant que plateforme par WhatsApp,
et Instagram qui font chacun à peu près un peu moins de 8 heures. En tout cas, tu le disais tout à l'heure, non seulement le contrat de confiance a été rompu quelque part, moins 1 million au premier trimestre, c'est la première fois qu'ils sont plus en croissance depuis 10 ans, baisse de la valo de 341 milliards de dollars. C'est considérable, hein, c'est presque autant que la valo de Nike et McDonald's ensemble. Je ne sais pas si tu vois. Alors comment on peut expliquer ce trou d'air boursier pour juste, entre guillemets, 1 million d'utilisateurs, si on le met à l'échelle des 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui de Facebook? Ouais, des 2,8 milliards. Encore une fois, c'est ce que je te disais il y a un instant, c'est que la problématique, elle n'est pas tant sur le nombre. Alors oui, c'est historique parce que c'est la première fois où ça se produit, mais c'est pas non plus une perte absolument si terrible que ça, dans la mesure où, encore une fois, on est encore sur un business model Web 2 pour l'instant, donc c'est la durée moyenne et la captivité des utilisateurs et utilisatrices qui fait tout l'intérêt du business model. Donc la problématique, elle est plus sur comment les faire rester toujours plus longtemps sur la plateforme. Et c'est là où Facebook, en tant que réseau, perd du terrain. C'est pas le cas sur ces autres marques. Guillaume. Oui, puis il y a le contexte. Hein. Autant toutes les big tech ont extrêmement profité du confinement, du temps passé qui a explosé littéralement. Autant l'incertitude actuelle, la guerre en Ukraine, a donné une gifle monumentale à toutes les valeurs de la tech. On l'a vu avec Snap également, un des concurrents de Facebook. Et l'autre problématique, c'est aussi de voir les tranches d'âge des utilisateurs qui sont sur ces réseaux-là. Là où Facebook est en train de perdre la bataille justement des jeunes audiences, c'est typiquement sur la partie plateforme. Sur Instagram, c'est une autre question, sur WhatsApp encore une autre, mais c'est TikTok qui est en train d'aller lui chercher pour le coup des poux dans la tête sur les très jeunes. Or, les très jeunes, la Gen Z, les 13 ou 14, 25, Facebook en a besoin parce que c'est le futur du business pour lui. C'est le futur du business. Ils n'ont pas de pouvoir Web3. d'achat, mais ils l'auront dans quelques années. Oui, mais c'est le futur du business dans le Web 3. Et ce pouvoir d'achat, ils vont l'avoir directement. On va revenir sur le concept Web 3 en soi. Ouais. Mais en l'occurrence, si on ne prépare pas ce futur du business, bah, même en Facebook, va avoir des soucis. Donc scandale à répétition, on l'a compris. Vraie atteinte, je dirais, de la répétition de Facebook, régression du nombre d'abonnés. Et puis dernier front du côté de la bataille que mène aujourd'hui Facebook, c'est du côté d'Apple, hein, qui a contrarié considérablement Facebook sur le front de la collecte des données. Entre Mark Zuckerberg et Tim Cook, c'est vraiment la guerre atomique en ce moment. Bon, alors Tim et Mark partiront pas en vacances ensemble, je sais ça vous déçoit beaucoup, mais voilà. Ce qui est intéressant, et Guillaume a beaucoup enquêté dessus, c'est le fait de voir la façon dont Apple est monté en fait en chevalier blanc de la privacy au fur et à mesure de ces saisons, pour enfoncer justement Facebook. Et au-delà de Facebook, vraiment Mark Zuckerberg en tant que personnalité par ailleurs, hein, en le montrant justement comme le vilain petit canard de la bande en matière de gestion des datas. Ouais, il y a ça, et puis pour terminer sur les lancements ratés, en tout cas décevants de Facebook, il y a eu sa crypto-monnaie qui a été Diem, qui n'a pas véritablement convaincu. On a vu David Marcus, entre autres personnalités, qui était en charge de Messenger et ensuite de cette crypto, qui a quitté l'entreprise. Donc ça n'a pas marché. Et c'est vrai que lorsqu'on interroge Tim Cook sur tous les projets de Mark Zuckerberg, eh bien, il se cache à moitié, de moins en moins en réalité, pour dire nous on est l'anti-Facebook. Et ça c'est important parce que quand tu additionnes tous ces ingrédients-là, Libra, anciennement Libra, qui s'est rebaptisé Diem à un moment, qui n'a pas forcément pris au départ, ils en ont besoin de ces crypto-assets, pas tant pour la plateforme Facebook aujourd'hui que pour la monétisation du Web3 qui va complètement changer de dimension. Alors le principe qu'a adopté Apple, il est assez transparent puisqu'il demande aux utilisateurs d'activer ou non le transfert des données, hein. Donc les utilisateurs ont conscience que si les applications, et dont Facebook est l'une des principales, aspirent leurs données, et la plupart refusent l'aspiration de ces données, ça a été vraiment un gros caillou dans la chaussure de Mark Zuckerberg en termes de chiffres. Il a annoncé quoi, 10 milliards de pertes à cause de ça. Je laisse Guillaume vérifier les chiffres. Ouais. C'est presque 10% de ton chiffre d'affaires. En fait, ce qui est difficile, je pense, pour Facebook en ce moment, et on va parler tout à l'heure du métavers et de leur ambition dans la réalité virtuelle, puisqu'ils ont un nouveau directeur technique en la personne de Andrew Bosworth qui a justement dirigé l'activité réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est que l'entreprise a déjà dépensé pas moins de 13 milliards de dollars, c'est quand même un petit montant, sur ces activités qui, même si on adore tester Oculus, s'il y a des applications absolument géniales dans l'industrie,
peut-être même des opérations peut-être à distance. En tout cas, c'est vraiment bien fichu. Et puis on voit qu'ils ont acheté de plusieurs entreprises comme Control Labs avec les bracelets connectés. Ils travaillent avec Ray-Ban. Ils travaillent. Mark Zuckerberg il y a peu de temps a rendu visite en Italie au PDG de EssilorLuxottica. Donc on sait qu'il y a énormément de hardware innovant très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Andrew Bosworth dit ça va venir, mais ça va prendre plus de temps. Ça va prendre 10 ou 15 ans. En attendant, la course contre la montre est bien lancée, bel et bien lancée pour Meta, qui doit absolument trouver une solution pour réduire au plus vite sa dépendance à la publicité et redresser son cours en bourse pour ne pas qu'il continue à dévisser, sans parler du succès rencontré bien sûr par TikTok, tu en parlais tout à l'heure Marjorie. En tout cas, une chose est sûre, de mauvais résultats et une inquiétude qui s'installe sur l'avenir de Meta, qui s'est encore amplifié récemment avec le départ de Sheryl Sandberg, qui est la puissante et très influente numéro 2 de Meta. On en parle après la rubrique Tendance FinTech. La rubrique Tendance FinTech, chaque mois désormais dans On fait la tech, vous retrouvez Fabrice Marcella qui est le maire du village Baïséa qui nous accueille ici sur son stand et j'appelle Fabrice. Salut Fabrice, rejoins-nous. Ça va bien Fabrice? Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir sur ce beau stand du village Baïséa. Combien il y a de startups qui sont réunies cette année? Là, on en accompagne 26 pendant les 4 jours sur les 1200 startups qui sont dans le réseau du village. Qu'est-ce que tu nous as préparé au sommaire de cette tendance FinTech et pourquoi cette rubrique? Alors, j'ai préparé quelques tendances effectivement sur les FinTech. Je voulais juste peut-être avant de démarrer rappeler ce qu'est une FinTech parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Vas-y. Une FinTech, en fait, c'est la contraction de Financial Technology. En fait, c'est la terminologie en bon français qui regroupe toutes les startups qui proposent des services innovants, des services financiers innovants. Et ce n'est pas un petit mouvement, c'est une dynamique assez forte. C'est 30 000 emplois et en 2022, on prévoit 10 000 emplois supplémentaires sur le secteur. Donc il y a du grain à moudre, il y a du business. Il y a une dynamique, il y a de la croissance et il y a beaucoup de startups aussi qui s'adressent au grand public, qu'un grand nombre de personnes finalement connaissent. Alors déjà, rappelons que la FinTech, ça couvre un grand nombre de services. On est dans le paiement mobile, alors paiement mobile, tout le monde connaît Lydia, j'imagine. On est dans la néobanque, Revolut, N26, la crypto, Binance par exemple. Et puis aussi, on est sur toutes les plateformes dites de crowdfunding. Tu sais, ces plateformes qui permettent de financer des projets en allant chercher de l'argent auprès de toi et moi pour les financer. Ces tendances, elles viennent d'un contexte, un contexte réglementaire qui est favorable, des technos qui sont favorables et surtout, on est sorti d'une période de Covid où les uns les autres, on a pris des nouvelles habitudes, des nouveaux usages. Et ça a vraiment favorisé l'émergence de nouveaux services. Et ben voilà, tu vois, paiement plusieurs fois notamment. Alors, le paiement en plusieurs fois qui est la première de ces tendances. Alors, tout le monde a entendu parler, j'imagine, au travers notamment de ton émission On refait le Mac, d'Apple Pay qui arrive sur le sujet du paiement fractionné. Alors il faut savoir que le paiement fractionné, on n'a pas attendu Apple pour l'avoir. En France, on a une belle start-up qui expose d'ailleurs ici, qui s'appelle Alma. Alma, elle a levé 112 millions d'euros et elle permet de faire ce paiement fractionné. La deuxième tendance très forte, et tu vas voir, c'est très raccord avec l'actu, c'est notamment tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre pouvoir d'achat. Tu as une start-up qui expose là, qui s'appelle IDEAL, I-D-E-E-L. Elle permet de faire quoi? Je ne sais pas si tu as une vision claire, toi, de toutes tes dépenses auprès de services tels que l'énergie, le service VOD ou autre. Cette start-up, en fait, elle va agréger ces services et surtout, elle va te permettre soit d'arrêter tes abonnements avant qu'ils soient renouvelés automatiquement et surtout, peut-être, d'aller te proposer des services concurrents qui vont te permettre de faire des économies. Ça, c'est la deuxième tendance très forte. Une autre tendance, ça va être les startups qui vont te permettre de mieux gérer ta trésorerie. Pourquoi? Aujourd'hui, j'imagine que les uns les autres, on est plutôt, en tout cas moi c'est mon cas, je suis payé fin de mois. Est-ce que ça correspond à mon besoin de fonds de roulement? Est-ce que ça correspond à la réalité de mes échéances? Et peut-être certaines fois, en cours de mois, j'ai besoin d'être payé plus tôt. Eh bien, cette start-up qui s'appelle Payflow, elle permet en fait de décider d'être payé plus tôt, en fin de semaine. Tu parlais de l'arrivée d'Apple, c'est mon dada. Je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'à la fois, c'est une concurrence qui est terrible au niveau mondial, parce qu'ils vont arriver partout. De là, ils vont comment dit-on, vachement évangéliser autour des usages. Alors en fait, la bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Si je me positionne du côté de l'utilisateur, c'est clair. Enfin, avec mon téléphone, aujourd'hui, je fais tout, et surtout avec mon iPhone. Je suis une start-up. Je vois arriver cet acteur extrêmement dominant sur tous ces usages-là. J'ai de quoi m'inquiéter, c'est très clair. Et il y a des acteurs... Alors, ouais, pardon, vas-y. Je regarde mes camarades si vous voulez réagir.
réagir, vous pouvez les amis. Mais continue Fabrice. Non, juste en fait, peut-être que le moyen quand on est Alma de pouvoir s'en sortir, c'est de s'associer à d'autres leaders européens sur le sujet. Il y a des grands acteurs aujourd'hui de la taille d'Alma, notamment en Italie ou dans d'autres pays. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Alma, au contraire, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle pour Alma, oui. Ça les valorise, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, j'adorerais te répondre si j'avais pu vous entendre. On va pas se mentir ici, on est quand même à Vivatech, donc l'acoustique n'est pas non plus la meilleure. C'est pas du son binaural, hein, voilà. Mais sur la tendance dont Fabrice, justement, tu parlais sur le fait que certaines fintech peuvent aussi entrer dans cette grande question sur comment redonner du pouvoir d'achat, justement, aux consommatrices, consommateurs qui sont aussi citoyens et citoyennes par ailleurs. Je voulais aussi citer l'initiative d'Arbia Smithy avec Rosalie, qui là aussi va, un peu comme Payflow, aller proposer de l'avance, justement, pas tant, enfin, de l'avance sur salaire et à la fois de l'avance sur une épargne salariale débloquée et qui permet du coup de faire la trésor de ces entreprises et de pouvoir redonner du pouvoir d'achat très concret. Donc on voit que, et c'est intéressant, les fintech, alors oui en ce moment il y a des petits scandales en matière de fintech sur la partie banque et néobanque, mais il y a aussi quelque part des solutions qui permettent de contribuer vraiment de façon très concrète au sujet du moment. Il y a une réaction ou tu passes au tour ? C'est un mouvement de simplification qui est super intéressant à suivre. Et effectivement, il faut que ces startups françaises se fassent entendre, ne se fassent pas rattraper dans les courses à vitesse. En tout cas, embrasse un petit peu ces changements des big tech pour en tirer parti également. Ouais. Merci beaucoup Fabrice, on se retrouve dans un mois pour une prochaine Tendance FinTech dans On fait la tech. Ouais, allez, bon Vivatech. Et merci de nous avoir accueillis dans ce beau stand. Salut. À dans un mois. Dans un mois. Les amis, on continue sur l'avenir de Facebook et l'avenir qui a pris un petit peu... qui est un peu plus sombre avec l'annonce récente de Sheryl Sandberg, la numéro 2 du groupe Meta, qui a annoncé son départ. Le départ de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Meta, a fait vraiment un effet électrochoc dans la Silicon Valley et au-delà dans tout le monde de la tech. Comment expliquer qu'il y a eu un tel émoi à l'annonce du départ de Sheryl Sandberg ? Alors en tel émoi, parce qu'elle est là depuis quasiment un des plus grands débuts en fait, de Facebook, une fois vraiment que la société s'est structurée en tant que plateforme, elle est là depuis des années. Elle a suivi Facebook sous les fonds baptismaux après ses premiers investisseurs. Quelque part, alors on va voir que des révélations du Wall Street Journal font qu'au contraire c'est plus compréhensible aujourd'hui, ce départ pour raison personnelle entre guillemets, mais Sheryl Sandberg c'est quand même été une des figures, et une figure qui permettait de tempérer finalement un peu certains travers de Mark Zuckerberg qu'on disait beaucoup plus froid, un peu robotique. Elle permettait d'incarner avec aussi cette idée de girl power et de faire monter aussi les profils féminins et les rôles modèles au sein de la Silicon Valley et de se dire que tout était possible. Donc elle était quelque part, je ne sais pas si on peut dire le bon génie ou le yin et yang, mais ça permettait de contrebalancer en tout cas ce caractère un peu froid de Mark Zuckerberg. Bon, c'est à Sandberg le business et à Zuckerberg la tech en général. C'est elle qui a structuré, tu l'as dit, la boîte. C'est elle qui a été débauchée de Google pour venir. Elle a fait Harvard, elle était au cabinet de Bill Clinton, je ne vais pas dire de bêtises, au Trésor. C'est elle qui a mis en place le business de la pub en ligne chez Google. Donc c'est quand même elle qui a tout ce mécano qui marche si bien, si décrié aujourd'hui, de collecte de données. C'est elle qui l'a mis en place. Hein. Oui, c'est vraiment l'establishment qui rejoignait la start-up avec le côté un peu garage. C'est Harvard qui rejoignait la Silicon Valley. Ouais, même si Mark Zuckerberg a lui-même fait Harvard, mais il en est parti un peu vite. Et Andrew Bosworth aussi a fait Harvard, il était prof. Mais donc c'est quand même vraiment toute la côte est qui s'est déportée entre guillemets en Californie. Ceci dit, c'était pas du tout le même visage. C'est un visage beaucoup plus rassurant. Leurs deux bureaux étaient accolés et avec le livre Lean In, c'était effectivement la promotion des femmes en interne avec une française qui a joué un rôle assez fabuleux chez Facebook, qui en est partie, Fidjissimo notamment, qui est directrice de Instacart aujourd'hui. On sait qu'elle a créé pas mal d'associations, deux associations principalement, et qu'elle œuvrait énormément autour de la reconnaissance et je dirais des actions en matière de travail des femmes qui soient reconnues, notamment dans le milieu de la tech. Comment vous analysez-vous en tant qu'observateur attentif de Meta et de Facebook son départ? Comment vous l'analysez? Encore une fois, si je l'analyse au vu des révélations de nos confrères du Wall Street Journal, on n'est pas forcément sur des mêmes raisons. C'est-à-dire ça arrange pas mal Facebook, ça te sort maintenant. Alors, ce départ pour raison personnelle, il est tellement pour raison personnelle qu'une enquête interne, en fait, aujourd'hui, est menée. Donne déjà les raisons principales qu'elle a annoncées, à savoir effectivement qu'elle veut s'occuper de ces associations. Oui, non, mais d'accord. Alors,
je suis pour la paix dans le monde et voilà. Mais enfin, Ouais. disons que c'est des raisons officielles qui permettent de masquer en effet cette enquête interne. Il n'y en a même pas qu'une, il y en a deux en l'occurrence, qui sont en ce moment auditées autour des actions de Sheryl Sandberg. Il est certain qu'à ce niveau de responsabilité, quand on est Sheryl Sandberg et qu'on a des journées, non pas de 24 heures, mais de 72, et qu'on est obligé de mener tous ces projets de front, la frontière, je ne lui cherche pas d'excuses, mais la frontière est peut-être parfois un peu ténue entre un PA, un personal assistant qui va travailler pour vous chez Facebook et qui va aussi s'occuper de vos activités d'écriture. Guillaume, est-ce que tu crois qu'elle paye pour les affaires et le modèle aujourd'hui que s'y décriait de Facebook parce que c'est elle qui l'a mis en place, ou au contraire elle part parce qu'elle ne veut plus cautionner ces affaires-là? Écoute, je sais pas. Ce que je pense, c'est que si tu regardes deux personnes qui jouent un rôle très fort chez Meta aujourd'hui, que ce soit Chris Cox ou Andrew Bosworth, ce sont des amis quasi intimes de Mark Zuckerberg, qui sont des personnes... Andrew Bosworth, il l'a connu en 2004, il a donné des cours à Mark Zuckerberg à Harvard en intelligence artificielle. Donc Zuckerberg a une énorme confiance en eux. Ce qu'il faudra, je pense, à l'avenir, c'est d'avoir des gens qui arrivent à s'entourer de personnes qui ne pensent pas du tout comme lui, qui soient capables de lui dire non, là tu déconnes, là ça va pas. Il va falloir le challenger, quoi. Voilà, il y a déjà, on en a déjà parlé d'une cour suprême avec des Pakistanais, des personnalités africaines qui font partie de cette cour suprême. Je pense qu'elle n'a pas assez de pouvoir, cette fameuse cour suprême qui doit prévenir les futurs dérapages. Et je pense que Facebook devrait apprendre à être encore plus différent de l'intérieur. Et, alors il y a un peu, enfin c'est un peu schizophrène son action en matière de, ses actions caricatives, parce que c'est un peu l'antithèse de Facebook. Comment elle peut mener le contraire de ce qu'elle fait en interne de chez Facebook? En gros, favoriser le travail des femmes et les agressions envers les femmes, et de l'autre, fermer les yeux sur justement ce qui est dénoncé chez Facebook et les travers de ces réseaux sociaux aujourd'hui chez les plus jeunes et chez les femmes les plus jeunes notamment. C'est une excellente question. Il faudrait la lui retourner peut-être au moment d'une commission d'enquête en interne ou plus large auprès des autorités américaines. Mais je me souviens l'avoir rencontré à 2 reprises, notamment pour la sortie de ses premiers ouvrages, Lean In, et de la croissance de son réseau. Et évidemment, je respecte l'immense professionnel qu'elle est. J'ai toujours eu quand même, comment dire, une sensation de retrait vis-à-vis de la façon dont elle incarnait ce leadership au féminin. C'est-à-dire, est-ce que, parce que je n'ai pas forcément envie d'être CEO ou CMO de Facebook, j'ai moins envie d'ambition et de succès parce que je suis femme au foyer, parce que je mène plusieurs carrières de front, parce que j'ai une start-up, parce que j'ai pas envie de faire une valo et de devenir une décacorne? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup de questions qui se posent autour de. C'est beau ce que vous dites là, Guillaume Gralet. Beaucoup de questions qui se posent autour des coulisses et de ce que se passe en ce moment au sein de Meta et comment elle va assurer son avenir. Quelle stratégie pour l'avenir? On sait que Mark Zuckerberg veut tout miser sur le métaverse. L'urgence est également de résister, tu en parlais, Marjorie, au succès phénoménal de TikTok. On en parle après la Minute IA. La Minute IA, c'est la rubrique de Guillaume Gralet. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est ta grande passion, Guillaume. Et on te donne chaque mois carte blanche pour 1 minute IA. On t'écoute, 1 minute top chrono. En fait, là, je voulais revenir, Olivier et Marjorie, sur les mésaventures de Blake Lemoine. Blake Lemoine, c'est un ingénieur en intelligence artificielle qui travaillait, j'ai envie de dire, pour Google. Il travaillait parce qu'on l'a tout simplement, on lui a demandé de faire une parenthèse dans sa carrière parce qu'il a révélé la conversation qu'il a eue avec une intelligence artificielle maison. Une conversation pendant laquelle l'intelligence artificielle expliquait qu'elle était sensible, qu'elle pouvait être triste lorsqu'elle lisait Les Misérables, par exemple, qu'elle ne voulait pas être débranchée, qu'elle se sentait comme un être humain. C'est un dialogue presque surréaliste et Blake Lemoine a dit « Je suis sûr que cette IA est consciente ». Pour Google, Blake Lemoine a rompu un accord de confidentialité. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'être en retrait. Je trouve que ce débat est extrêmement intéressant, celui de la conscience. Il faut lire par exemple les chercheurs comme Stuart Russell. L'IA a-t-elle une âme ? Joël Pinault, qui ne sont pas forcément d'accord. Tout ça pour en débattre. Il faudra sans doute plusieurs années, même si ce n'est pas totalement inconnu. Ce que je trouve très dommage, même si ce n'est pas hors de portée, je pense, ce que je trouve très dommage, c'est qu'on referme un peu la boîte
sur l'intelligence artificielle qui fait tellement peur, sur les pertes peut-être à venir d'emplois, sur les biais qu'elle peut véhiculer. Il faut au contraire ouvrir la boîte, comme voulait le faire OpenAI à son début. Il faut que ce soit un débat public. Il ne faut pas juste que parce qu'une personne parle trop, on lui dise arrête ce boulot, parce que sinon l'IA continuera à effrayer tout le monde. Et il faut que tu arrêtes parce que tu as dépassé la minute, mais c'est pas grave, c'était passionnant. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine rubrique donc Conscience IA. Retour sur le futur de Meta et de Facebook. Facebook est-il condamné à rester le réseau des boomers? En gros, c'est ça. Comment résister au succès de TikTok? On en parle après le jingle. Facebook est-il condamné à rester le réseau des boomers? Comment résister à TikTok? On le sait, on en parlait en préambule de cette émission, Marjorie. Le public de Facebook, on fait partie on est dedans. Hein. Il a tendance à vieillir. Les jeunes préfèrent aujourd'hui TikTok pour quelles raisons? Quels sont les moteurs du succès de TikTok aujourd'hui? D'une part parce que Facebook est un réseau de boomers, on va se le dire assez rapidement, et parce que TikTok, d'abord, il faut revenir sur l'histoire de TikTok peut-être, hein, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas bien. TikTok, c'est un réseau qui a été d'abord, c'est Musical.ly d'abord, qui a été racheté par ByteDance, qui est un groupe chinois, racheté et transformé. ByteDance a littéralement transformé l'essai en faisant TikTok, mais il y a deux TikTok en réalité, il y a deux ByteDance quelque part. ByteDance, la maison mère, a aussi un TikTok-like en Chine qui opère sous les lois chinoises et qui n'est pas aussi ouvert que le TikTok occidentalisé qu'on peut connaître aujourd'hui. Et je pense que sur TikTok, avec ces challenges extrêmement viraux, avec ces concours de danse, avec ces challenges qui sont... Alors, pas toujours dans les limites de l'éthique, on en reparlera, mais c'est aussi un outil viral assez simple pour cette génération, pour des 13-24, dont ils peuvent s'emparer assez vite pour faire passer des idées, mais même politiques, un engagement aussi extrêmement fervent. Donc il y a aussi une volonté pour les jeunes de se dire je ne peux pas aller sur Facebook pour des raisons morales, ou parce que tu décris TikTok, il n'y a pas forcément autant qui peut adopter parfois les mêmes attitudes que Facebook, on est bien d'accord? Alors, je ne suis pas certaine qu'ils aillent jusque-là. On peut se référer par exemple aux études extrêmement intéressantes et fines de l'agence Even qui étudie cette génération de très près dans ses habitudes de consommation sociale et numérique, et les moins de 13 ans aussi avec Born Social tous les ans. Je pense que c'est moins un refus d'aller dans un premier temps sur Facebook pour des questions morales et éthiques que juste le fait de se dire que leurs parents et leurs grands-parents sont dessus, donc il y a zéro moyen pour qu'ils y soient aussi pour faire les challenges qu'ils se lancent. Alors ta réaction est en analyse, Guillaume. 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui, une croissance phénoménale, l'application numéro 1 la plus téléchargée dans le monde en 2021, devant Instagram et devant Facebook. Ça cartonne. Ça cartonne, et puis effectivement, donc Marjorie a bien montré les deux visages qu'a cette application. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs hommes politiques français, des ministres, en tout cas des personnes qui étaient encore ministres il y a quelques semaines. Jean-Baptiste Djebbari, il peut pas le nommer. Et en fait, TikToker fou. C'était aussi une manière d'intéresser à la politique. En tout cas, il y avait des jeunes qui ne connaissaient que ce ministre parce qu'il était sur TikTok. Ouais, c'est assez impressionnant. Maintenant, il va peut-être mieux connaître les voitures à hydrogène, on ne sait pas. Alors au-delà, il y a peut-être une attitude différente, une approche différente de mettre en avant des contenus, je dirais des contenus plus engageants, avec on les voit, les vidéos très virales qu'aujourd'hui Facebook et Instagram notamment essayent de copier. Oh oui, il y a cette course absolument au TikTok-like. Les TikTok ont été copiés par les Reels sur Instagram, où il y a des vidéos extrêmement courtes où on peut se lancer des challenges. Il y a aussi des copies de TikTok dans des Reels, donc c'est vraiment de l'inception de viralité. Pour le coup, c'est assez drôle de voir ça. Allumer les photocopieuses. C'est extrêmement addictif. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles on donnait les chiffres tout à l'heure, le fait que TikTok ait dépassé les 25 heures de consommation par ses utilisateurs et utilisatrices sur cette temporalité-là, c'est aussi parce que ces Reels et ces TikTok, pour le coup, on peut les regarder à loisir toute la journée et slider et swiper au fur et à mesure. Ça ne s'arrête jamais, c'est à profusion. Guillaume, ta réaction? À surveiller quand même le petit français, tout petit, BeReal, qui a un petit succès quand même, où on doit poster une photo à l'endroit où on est, à une heure qu'on ne choisit pas forcément, à un cercle d'amis qu'on choisit soi-même. C'est à la fois plus protecteur mais également plus engageant, et c'est né en France. La bonne nouvelle pour Meta, c'est que TikTok, tu le disais tout à l'heure Marjorie, c'est que TikTok est chinois, en partie en tout cas. Est-ce que tu crois qu'un scénario à la Huawei est envisageable? On sait que Donald Trump a essayé de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui ce scénario-là est à jeter à la poubelle? Alors,
c'est pas parce qu'aujourd'hui le président des États-Unis s'appelle Joe Biden qu'il est moins féroce vis-à-vis de la politique commerciale chinoise hein, et surtout des entreprises chinoises. Honnêtement, pour avoir parlé à quelques-uns de ces acteurs-là, ils ne se sentent pas mieux accueillis depuis que Joe Biden est président que quand Donald Trump l'était. Donc il ne faut pas, quelque part, projeter sur l'administration, parce qu'elle est démocrate, une envie d'être plus souple vis-à-vis de cette ce qu'ils estiment être une intrusion chinoise en termes en terre plutôt tech et américaine. Et puis on a vu d'autres pays qui ont déjà banni TikTok, on pense à l'Inde notamment. Oui, on pense à l'Inde, on pense également à certaines limites, y compris en Chine d'ailleurs, hein, sur le temps passé devant les écrans. Ceci dit, je pense que si je ne vois pas TikTok interdit à court terme, je peux vraiment me tromper. Par contre, ça peut quand même être une arme pour les géants de la tech américaine en pleine guerre technologique sino-américaine, où on va voir, y compris sous Biden, effectivement des autorités antitrust peut-être plus puissantes que sous Trump, mais qui n'iront sans doute pas jusqu'au bout, parce qu'on est effectivement en pleine guerre frontale et les réseaux sociaux, les géants de la tech américains sont quand même des forces très importantes pour Washington. Et par ailleurs, pour compléter justement l'argument excellent que donne Guillaume, ils ont justement besoin, ces plateformes américaines, besoin d'avoir un vilain petit canard sur lequel pouvoir s'appuyer pour justement pouvoir quelque part dire regardez monsieur le proviseur, finalement on fait la même chose et ça va bien se passer. Et c'est vrai que ces tentatives américaines hein, de discréditer Huawei au départ faisaient plutôt sourire. On a vu qu'aujourd'hui Huawei en a payé très lourdement le prix. Hein. Ouais, j'ai parlé il y a 2 jours justement avec un des responsables de Huawei en France. Il me disait je suis déprimé parce que c'est vrai que sur le téléphone on était quasiment numéro 1 en France. On est numéro plus du tout sur le podium, loin de là. Ça reste une boîte très intéressante en termes d'innovation parce qu'ils investissent énormément, mais on n'a plus le vent en poupe et il n'a pas le moral. Mais la croissance a été brisée, hein, vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on confond toujours la partie immergée de l'iceberg, donc la partie produit ou la partie service beaucoup plus connue en B2C, de la partie réseau. Or, tout l'enjeu, forcément, comme d'habitude, se joue en coulisses. Et donc se joue dans les réseaux. Pas de réseau, pas de data, pas de produits numériques. En tout cas, Mark Zuckerberg a choisi de botter en touche. Pour l'avenir, en tout cas, il a décidé de tout miser sur un tout autre domaine, celui du métaverse. Est-ce que c'est un pari risqué? On en parle en conclusion de cette émission. Le pari du métaverse, Mark Zuckerberg a tout misé sur les mondes virtuels. Il a annoncé en octobre dernier, un peu à la surprise générale, les amis, hein, lors de la conférence Facebook Connect. Alors, c'est ce que vous pensez que c'est un virage osé, c'est un coup de com'? On sait que ça ne se fera pas en 48 heures. Hein. Le timing était quand même assez particulier parce qu'on se souvient tous que c'était quelques semaines après les révélations justement de Frances Haugen avec laquelle on ouvrait cette émission. Donc, forcément, on ne peut pas s'empêcher de voir un clin d'œil pour détourner le sujet, le ramener à son cœur de métier. Un effet d'annonce, on peut dire ça. Oui, complètement. Détourner et en l'attention. même temps, je pense que ce qui a surpris tout le monde, c'est pas tant les incursions de Facebook dans les univers immersifs et virtuels qu'il fait depuis plusieurs années en ayant notamment racheté Oculus. Et il faut bien rentabiliser ce rachat à un moment donné. Mais c'est le fait de faire une OPA sur le thème de métaverse de cette façon-là. Meta, désormais, c'est pas juste une entreprise, c'est une prise de pouvoir, encore une fois, une OPA inamicale sur le Web3, ses évolutions et les univers immersifs que pourraient être les métavers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir une véritable compétition quasiment philosophique qui est en train de se découper sur la façon dont on peut imaginer d'autres univers immersifs qui n'est pas celui de Meta. En tout cas, elle met le moyen 10 milliards de dollars hein, par an pour développer ces mondes virtuels. C'est un sacré pari, un pari osé. Hein. Ouais, mais un tout petit mot justement sur ce que disait Marjorie sur le combat philosophique qui est extrêmement intéressant, hein, parce qu'on a des acteurs comme Decentraland, comme The Sandbox, qui a été créé par 2 Français, qui est possédé par une entreprise de Hong Kong, Animoca, mais dont la philosophie, et je trouve ça très intéressant, elle vous explique que le Web 1, c'est vous avez pu lire quelque chose, le Web 2, lire et écrire, et avec le Web 3, vous allez lire, écrire et posséder une partie de ce que vous avez contribué à créer, et les propriétaires, les créateurs de The Sandbox, alors qu'il y avait une rumeur de rachat de Sandbox par Facebook et Meta, ont dit à la télé américaine jamais on se fera racheter par Meta parce que c'est l'exact opposé de ce
en quoi on croit, ça a poussé Meta à faire des déclarations sur la blockchain. Donc en fait, on voit bien que cette interrogation philosophique sur qu'est-ce qu'est Meta aujourd'hui, qu'est-ce que va proposer Meta demain, ces interrogations philosophiques que peut-être Facebook n'a pas eu assez depuis sa création en 2004, elle va devoir les avoir, j'ai envie de dire, puissance 10, puisque en termes d'immersion, on va vraiment faire partie d'un nouveau monde. C'est paradoxal, pardon Marjorie, parce que d'un côté, on sent que quelque part Mark Zuckerberg s'en lave un peu les mains, mais quelque part, il va devoir encore plus rendre des comptes dans le métavers. Mais c'est pas paradoxal du tout, c'est aussi une demande. Et là, pour le coup, je rejoins ta réflexion sur est-ce qu'on quitte Facebook. C'était pas forcément le cas pour les jeunes générations qui n'y vont pas, mais parce qu'il y a justement ces coups de contrat, ces coups de canif dans le contrat sur l'éthique notamment et sur les data et la privacy. Je m'étais amusée à avoir cette formule en anglais sur d'autres plateaux. Okay, you can put lipstick on Meta, it's still Facebook. On peut ripolliner Meta autant qu'on veut, c'est quand même Facebook qui se cache derrière. Donc si vous n'avez pas envie que vos données continuent à être pillées dans un business model façon Facebook, pourquoi le feriez-vous sur Meta? Oui, à ceci près, je m'apporte une autocritique, qu'avec Meta et donc l'arrivée dans les univers immersifs et le gros tronçon du Web3, on change complètement de business model. Donc dans le Web 2, pour suivre la métaphore notamment de The Sandbox, c'est gratuit, c'est vous le produit et vos data avec. Dans le Web 3, on change de paradigme total sur la monétisation même et les sources de financement de cet univers-là. On va sur de la crypto, on va sur du NFT. C'est une autre façon de posséder même sa vie en ligne. Et les effets collatéraux pour les plus jeunes qui pourraient s'isoler encore plus dans un monde virtuel pourraient être beaucoup plus importants. Il y a Frances Haugen qui est la lanceuse d'alerte, l'ancienne responsable de tout ce qui est éthique chez Facebook, qui avait donc lancé les Facebook Metaverse, qui a déclaré les Metaverse c'est une bombe à retardement. Alors, c'est à double tranchant parce que je voudrais citer une étude qui vient de paraître dans Nature, le magazine scientifique, qui explique que le QI des personnes qui jouent à des jeux vidéo est légèrement supérieur. Ça a surpris beaucoup de monde. C'est Jean-François Bouvet, je vais faire un tout petit peu de promotion, qui en a fait une chronique dans le Point. Il explique ça, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour le meilleur. Mais le danger du métavers, qui est aussi une super opportunité, mais en tout cas le danger dont il faut avoir conscience, c'est que on donne une partie de soi-même, surtout si on va jusqu'à la peau artificielle sur laquelle planche Meta avec Carnegie Mellon, c'est-à-dire que chaque mouvement, chaque mouvement du visage, de nos yeux, sera en ligne. On l'a vu avec des menaces et certains cas avérés de harcèlement en ligne. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est notre intimité qu'on déporte dans un autre monde. Et ça, il faut en avoir conscience. Il faut avoir les interrogations philosophiques qui sont à la hauteur. Ça fait peur, non? Ça fait froid dans le dos. Je vais faire aussi un peu d'autopromo du coup. Dans l'école du futur sur School TV, on a reçu notamment Sabrina Philippe, qui est une psychologue absolument fascinante et qui a sorti un livre qui est un peu passé à la trappe parce que c'était en pleine campagne présidentielle, mais qui s'appelle Tooth Fake Self, où elle analyse en fait, tu sais, ce moment où, parce qu'on va pouvoir construire de multiples personnalités, on va pouvoir aussi construire nos moi sociaux différemment. Il y a le true self, il y a le false self qu'on met en place quand on est ici, par exemple, dans On refait la tech et qu'on veut donner le meilleur de soi-même et de son moi social. Et puis Exactement. Il y a le fake self désormais qu'on construit en ligne et sur les réseaux sociaux. Là où elle dit attention, alerte dans le métavers, c'est que pour des gens comme nous, on va pas se mentir non plus, qui avons pu construire ces true self dans la vie réelle et ces false self avant d'avoir un fake self, la fusion des identités réelles et numériques pour les enfants, pour la Gen Z qui va directement construire sa personnalité avec du métavers et de l'avatar, attention parce qu'il n'y aura plus la possibilité de dissocier justement ce vrai moi de ce moi social. Il y a un vrai enjeu. Alors au-delà des enjeux moraux, des enjeux sociologiques, des enjeux sociétaux, il y a un enjeu technique, la vision de Mark Zuckerberg. Là on parle du techos, vraiment de l'homme des technologies. Il souhaite développer un casque révolutionnaire, voire des lunettes de réalité augmentée qu'on puisse porter idéalement en toutes circonstances. Et moi qu'on puisse dire, c'est que aujourd'hui, peu de constructeurs ont réussi ce pari. On se souvient de ce qu'avait fait Google il y a quelques années, qui était très anxiogène et ça n'a pas marché. Donc ça va pas se faire en quelques mois ce virage, en termes de le produit final. Oui, Andrew Bosworth, donc le nouveau directeur technique technologique depuis début 2022, l'explique. Moi, ça m'a marqué parce que je lui ai demandé mais quand est-ce qu'on y arrive, etc. Et là, il dit
Rappelez-vous les débuts d'Internet. Moi, je me rappelle, il y avait des CD-ROM. J'en parlais avant que ma grand-mère puisse envoyer un email. Ça a pris du temps, ça a pris jusqu'à une dizaine d'années. Il faudra peut-être jusqu'à une dizaine d'années, même s'il dit à la fin, ça sera quand même sans doute un peu plus rapide. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça devrait ressembler à quoi? Plus à des lunettes telles que celles que j'ai au bout du nez, que le casque de réalité virtuelle qui isole quelque part aujourd'hui les joueurs qu'on connaît, qui utilisent Oculus Quest notamment, Marjorie. Oui, mais après, il y a aussi, alors, ce qu'on n'a peut-être pas forcément expliqué sur la partie technique vraiment du métaverse, qu'il y a aussi plusieurs métavers. Il y a des métavers totalement immersifs où on va avoir besoin d'un casque ou de lunettes de réalité vraiment immersive XR ou VR pour pouvoir se connecter. D'autres, ce sont des plateformes dans lesquelles on peut se balader un peu comme sur Second Life aujourd'hui, ou aller dans un univers immersif de façon de type jeu vidéo. On a l'impression que les géants du web, les géants de la tech en général, doivent réfréner un petit peu leur ambition. On l'a vu avec les annonces de Google récemment, leurs dernières lunettes qui sont plutôt spécialisées dans la traduction qu'aller chercher un objet révolutionnaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent se réfréner et doivent rassurer. C'est-à-dire que je pense que Meta aujourd'hui doit dire il n'y aura pas un seul métavers, il y en aura plusieurs qui seront interopérables. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup de plateformes. Moi, l'objet ultime qui m'impressionne le plus, c'est cette fameuse peau artificielle sur laquelle planche Facebook, puisque là, on aura ça vraiment... branche à la peau artificielle. Non, ça me branche parce que on l'a vu dans la démonstration qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est qu'il était en tenue d'un jeu d'escrime. Il faisait et en fait il mimait la sensation qu'il ressentait lorsque l'épée de son adversaire touchait son épaule. Donc là, on est véritablement dans un autre mois et il faudra énormément de puissance de calcul. Et pour terminer, je voulais quand même dire que Facebook a annoncé avoir le plus gros supercalculateur à partir de juin 2022. On y est, c'est quand même une véritable révolution. Il faudra rassurer aussi, je pense, sur le coût écologique. Ouais, je ne sais pas si sont les mieux placés pour cela. Alors, on parle de technologie, de hardware. Il y a aussi un écosystème qui est nécessaire de créer autour de ces métaverses. On sait que le principal concurrent aujourd'hui sur le casque des réalités augmentées de Facebook, c'est Microsoft qui a racheté Activision Blizzard l'année dernière pour je ne sais plus combien de milliards de dollars, mais ça va me revenir. 69 milliards de dollars. C'est ça qui manque aujourd'hui dans le puzzle et le mécano de Facebook. Un grand acteur des jeux vidéo, notamment. Peut-être, mais c'est surtout le fait de se dire que quel que soit finalement, que ce soit chez Meta ou que ce soit chez d'autres entreprises, tout le monde est en train de construire ses briques, de fourbir ses armes pour pouvoir justement remporter la bataille. Or, le problème, c'est que du côté utilisateur et utilisatrice, je ne suis pas certaine qu'on ait envie de se surmultiplier. On l'a fait sur les plateformes sociales, mais je ne suis pas certaine qu'on ait envie de se surmultiplier dans des univers immersifs différents. Et puis surtout, il y a aussi le fait de se dire que aujourd'hui, on est sur des valeurs fortes. On défend aussi le fait d'entrer dans un Web 3 qui va aussi être fidèle à certaines valeurs, des techs moins énergivores, de la privacy vraiment respectée, de l'éthique, de la transparence vis-à-vis des algorithmes aussi qui vont pouvoir nourrir ces univers immersifs. Ça veut aussi dire que les talents du métavers, c'est pas que les utilisateurs et utilisatrices, c'est aussi ceux et celles qui vont les créer et le faire. Et de nouveaux acteurs. Généralement, c'est des pure players qui émergent. Oui, non mais d'accord. Donc comment aller chercher ces talents en les formant by design, je fais un très mauvais de franglicisme, à ces valeurs éthiques et transparentes. Alors tu as vu que Electronic Arts serait à vendre également. Est-ce que tu crois que Facebook pourrait être intéressé? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le secteur du jeu vidéo vit en ce moment lui-même une révolution. On a vu l'émergence et la croissance des modèles Play to Earn, où en fait on va être récompensé, on en parlait tout à l'heure, d'une partie de la propriété ou même dans certaines crypto-monnaies, le fait de passer du temps, ce qui laisse libre cours d'ailleurs à une nouvelle division du travail. Il faut faire un peu attention à des personnes qui veulent jouer pour vous contre de l'argent. Enfin, ça fait un peu peur cette partie, mais en tout cas c'est une véritable révolution. Pour revenir sur Microsoft, là je pense où ils ont réussi quelque chose d'assez fort, c'est avec HoloLens. On en avait beaucoup parlé avec Marjorie, c'est la réalité augmentée et toutes les applications, y compris éducative avec Holomat, mais en termes de productivité, le fait de travailler sur des moteurs avec des doubles numériques à distance, à plusieurs, ça fonctionne vraiment bien. Et au-delà de ça, même si certains grands maîtres du jeu cèdent aux sirènes des plateformes ou des géants de la high-tech, il y en a plein d'autres qui n'ont pas attendu les plateformes pour justement développer leurs univers immersifs. On l'a vu pendant le tout premier confinement du printemps 2020 avec Fortnite, qui a hébergé ses concerts notamment de Travis Scott, et avec quel succès, et permis finalement d'avoir ce premier
prisme, dans un univers immersif où son avatar était vraiment en phase avec son moi réel. Donc, ouais, les professionnels du jeu, ils n'attendent pas finalement Meta, par ailleurs. Alors, on ne sait pas si Facebook va ouvrir son portefeuille. En tout cas, on ne sait pas si l'administration américaine va le laisser faire. Parce que vous allez voir qu'il y a quelques bâtons dans les roues qui se dessinent du côté des États-Unis pour Facebook. Alors, faut-il démanteler Facebook? La question se pose, mais avant d'en arriver là, la priorité semble plutôt à la régulation en Europe. On a vu qu'il y avait des lois, je dirais, très en avance, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. On pense à la loi européenne Digital Services, qui est vraiment pas une bonne nouvelle pour Meta, ni pour Apple, ni tous les GAFAM en général. Alors le DSA et le DMA, parce qu'il y a vraiment deux pièces de régulation pour le coup, là où elles sont intéressantes, c'est qu'elles montrent encore une fois le fait que ce soit le commissaire breton ou l'EVP Margrethe Vestager ont vraiment cette velléité de monter au filet, mais surtout de faire que ce qui est illégal hors ligne soit aussi illégal en ligne. Et c'est vraiment cette logique qu'ils veulent réussir à mettre en place avant même qu'on puisse entrer dans le Web3 et dans les univers immersifs. C'est important de mettre vraiment d'équerre, si j'ose dire, tout l'écosystème sur ces principes d'éthique, de transparence extrêmement importants avant de faire ce prochain saut technologique. Et aux États-Unis, on ose même parler à demi-mot de démantèlement. Le gendarme américain de la concurrence, la Federal Trade Commission dirigée par Lina Khan, qui a été nommée par Joe Biden, elle semble avoir vraiment Zuckerberg dans le viseur. Oui, après ça a été aussi, et Guillaume a aussi beaucoup regardé le sujet de près, ça a été aussi une des marques de fabrique des premières nominations de l'administration Biden. Le fait de se dire que, et en l'occurrence Lina Khan a été très connue notamment pour avoir porté plusieurs drafts sur un possible démantèlement d'Amazon, donc c'est surtout Jeff Bezos qui l'a regardé un peu de travers pendant quelques temps. Aujourd'hui c'est d'autres gens qui prêtent à ces destinées-là. Mais l'idée c'est de se dire que finalement, la régulation européenne qui a été décriée pendant longtemps et dont on pouvait débattre comme, c'était pas un adblocker mais presque un bloqueur d'innovation là pour le coup, une régulation qui régulait a posteriori, qui n'anticipait pas ces changements et qui n'était pas assez agile avec ces adaptations technologiques, aujourd'hui fait école et nous permet en réalité de voir que des business models chez les plateformes, et quelle que soit leur nationalité d'origine, sont en train justement de se construire, de se fédérer en anticipant cette régulation. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que dans un premier temps, oui, on a donné une image de l'Europe qui n'était pas forcément extrêmement drôle en disant on est le gendarme du numérique, on sort notre petit drapeau en disant on est le continent de la régulation. Mais aujourd'hui, ça permet encore une fois d'anticiper et de pouvoir concevoir des technologies qui vont être ethic by design, plus transparentes, de confiance. Et influencer au-delà des frontières de l'Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle, Guillaume. On a vu que pour revenir à l'administration américaine et à Lina Khan, qu'elle voulait même revenir peut-être sur les acquisitions du passé de Facebook qui ont beaucoup fait parler en son temps. On pense à Instagram, $1 milliard, WhatsApp, combien à l'époque? C'était 19 milliards de dollars, parce qu'il y a un vrai abus de position dominante potentiellement aux États-Unis. En tout cas, il y a une particularité que décrit très bien Joël Toledano, donc il y a une spécialiste de la concurrence qu'on peut lire en France, en français, et qui explique que la spécificité de Facebook ou Meta, c'est qu'il y a encore les pointillés, c'est-à-dire que vous pourriez... Ça serait peut-être l'entreprise qui serait la plus facile, si j'ose dire, à démanteler avec la séparation entre WhatsApp, Instagram, Facebook notamment. Ce qui est intéressant, ce que disait Marjorie, c'est qu'on a une véritable innovation dans la régulation, mais je pense que tout le monde en a besoin. On a besoin de cette co-régulation à l'avenir. On ne veut plus la tech à n'importe quel prix. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, pour conclure cette émission, l'administration américaine a assuré être très attentive sur les futures, je cite, acquisitions de Meta, ce qui devrait logiquement compliquer la tâche de Zuckerberg s'il veut racheter les futurs géants du métaverse, voire des entreprises de jeux vidéo. Donc ça va être plus difficile dans les années qui viennent. Le combat sera rude. Brièvement, nous sommes à Vivatech. Quelles sont les grandes tendances brièvement de cette édition 2022 de Vivatech? Allez, on a 2 minutes pour conclure cette émission. Et si vous aviez quelques pépites, les choses que vous avez retenues de cette édition, alors ça a ouvert ce matin, évidemment, on n'a pas fait encore complètement le tour, mais on commence avec toi, Marjorie. Alors, je vais
pas. Là aussi, je vais faire de l'autopromo parce qu'en l'occurrence, moi, je suis très mobilisée sur Vivatech News, qui est la chaîne de news de Vivatech événementielle qu'on a montée depuis la dernière édition 2021. Et on vous accueille donc tous les jours de 9h à 19h en direct. Vous pouvez me rejoindre sur Tech for Change de midi à 15h. C'est en anglais, vous l'avez compris. On reçoit vraiment toutes celles et ceux qui font l'innovation ici à Vivatech. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, on a affaire peut-être à une édition qui est plus raisonnée et raisonnable que les années précédentes, notamment au travers des thèmes qu'on vient d'évoquer ici sur le dossier méta. On cherche à aller chercher des technologies plus raisonnables et raisonnées sur les questions de green tech, d'environnement, de mobilité. On essaie de voir comment l'EdTech peut aussi amener à former ces futurs talents du numérique dont on manque tant en France et en Europe notamment, pour aussi anticiper, rester agile sur les métiers du futur. On le sait aujourd'hui, 85% des métiers de 2030 sont encore en cours de co-création. Comment est-ce qu'on accompagne ces enfants et ces futurs talents qui sont aussi des consommateurs et consommatrices du numérique, donc la boucle est bouclée. Comment est-ce qu'on fait de la diversité, de l'inclusion et du gender equality des piliers réellement aujourd'hui, des véritables boussoles pour pouvoir mener à bien cette nouvelle étape dans l'adolescence et presque la maturité de nos écosystèmes tech. C'est vraiment les questions qu'on est en train de se poser. Et moi, j'aime bien aussi le fait que finalement on ait rebaptisé cette tranche d'information Tech for Change et non pas Tech for Good, parce que ça devenait un petit peu un bisounoursisme finalement. On se doute bien, ou alors vraiment on a de très mauvaises intentions, qu'on ne crée pas une technologie et une start-up pour la scaler ici dans les écosystèmes tech pour faire le mal. On essaie plutôt de faire le bien avec. Mais comment est-ce que l'impact reprend toutes ces lettres de noblesse réellement? Et comment est-ce qu'on peut enfin faire partie de la solution et pas toujours du problème? Guillaume, de ton côté, si tu as un coup de cœur ou si tu veux nous parler d'une tendance forte. Non, très rapidement, d'ailleurs c'est très volontaire de ce que dit Marjorie, pour voir ces changements. Être le plus étonné, rester curieux. Je pense qu'il faut aller faire un tour du côté de l'Africatech, et cette édition de Vivatech qu'on peut retrouver avec Marjorie tous les jours, et donne vraiment sa part belle aux startups africaines. Ouais. Mon côté, merci Guillaume. Mon côté, deux startups qui exposent sur le stand du Village by CA. La première, c'est une startup française qui s'appelle La Vitre. Alors on accueille l'un de ses cofondateurs qui va nous rejoindre en plateau et nous présenter cette étonnante vitre qui nous permet de rentrer dans un monde virtuel. Alors j'ai trouvé ça génial. Alors, on se tutoie. Romuald Boulanger, tu en as des cofondateurs, c'est ça, de La Vitre? C'est ça, exactement. Bonjour. Alors c'est quoi le concept de La Vitre en quelques mots? C'est une fenêtre ouverte sur le monde et on discute avec une personne comme si elle était physiquement face à soi. Exactement, le concept il est assez simple, c'est d'amener les bonnes personnes au bon endroit. Donc que ce soit pour des équipes en multisite, que ce soit pour ramener un speaker sur scène, que ce soit pour un corner de marque dans une boutique, que ce soit pour accéder à un expert, l'accueil dans un hôtel. Là par exemple on a aussi une expérimentation à l'Orange Vélodrome où on relie la terrasse pour les fans avec le tunnel des joueurs. Voilà, il y a des usages qui sont quasiment infinis. Merci Romuald, moi ça m'a bluffé. Moi je pense qu'on peut faire des choses formidables dans les médias avec ce type de techno, je sais pas Marjorie. Tu prêches des convaincus parce on va le dire, on est partisans directement. On a eu la chance avec Guillaume de pouvoir faire une démo de La Vitre en avant-première dans Tech 24 sur France 24. C'était il y a quelques mois, quand même quelques années même. Je crois que c'était la sortie du tout premier confinement. Tout début, ouais. Et honnêtement, là aussi on vous donne quelques coulisses sur Tech 24. On a en général quelques petits effets Bonaldi dans cette émission, on va pas se mentir. Ça c'est Guillaume. C'est la première fois où dès la répétition, tout était fluide et ça a marché à l'antenne. Et je peux vous dire que c'était vraiment sans trucage. Donc voilà, on est vraiment, nous, on a toujours été bluffés par La Vitre. Et surtout, j'imagine qu'il y a énormément d'applications aujourd'hui auxquelles vous pouvez penser. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'applications. On commence à travailler aussi avec des écoles pour amener des intervenants dans différents campus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On a un client qui travaille dans le luxe, qui fait les essayages pour ajuster les vêtements, etc. avec les façonniers en vitre. On a voilà, pas mal de sujets qui sont en train d'évoluer, d'avancer. Et c'est, je pense, le début d'une belle aventure, parce que là c'est plutôt des usages B2B, mais je pense que dans quelques années ou voire quelques mois, on va voir, vous arriverez aussi dans le B2C, il y aura vraiment des applications vraiment étonnantes, ne fût-ce que pour l'éducation. Je pense qu'il y a des choses formidables à faire. Et c'est français. Et c'est français. Merci beaucoup Romuald. Tu vas laisser ta place à Alain. Alain, c'est l'un des cofondateurs d'une autre startup coup de cœur que j'ai découvert ici au Village by CA. Ça s'appelle Circle. C'est une étonnante voiture électrique qui se partage, de copartage. Bonjour Alain. Et la particularité de cette voiture Circle, c'est qu'on n'a pas besoin de la recharger. Exactement. Donc on a mis en place un système d'échange de batteries. Donc en fait le véhicule n'est jamais immobilisé.
et la recharge se fait tout à fait ailleurs que l'endroit où se trouvait le véhicule. Donc c'est extrêmement souple comme système. Nos clients, ce sont les opérateurs de mobilité, donc ceux que vous connaissez à Paris, hein, Lime, TIR, DOT. Et c'est pour eux qu'on a construit ce véhicule, qui a aussi la particularité d'être extrêmement digitalisé. Donc on contrôle beaucoup de choses, pas uniquement le véhicule lui-même, mais la façon dont il est conduit. Ne pas oublier un colis ou quelque chose dans la voiture, c'est important. C'est du temps perdu ou c'est parfois des détritus, donc il faut faire attention. Donc c'est tout ce qu'on apporte. Alain Didica, la voiture, on peut la découvrir, hein, parce qu'il y a une maquette ici sur le stand du Village by CA. La particularité, c'est que le smartphone, on refait la tech, joue vraiment un rôle primordial, est au centre du tableau de bord. Hein. Alors c'est vraiment le centre de tout, le smartphone. C'est avec le smartphone qu'on localise un véhicule, qu'on le réserve. Au moment où on arrive près du véhicule, on scanne le QR code, on rentre dans le véhicule. Le smartphone sera mis au milieu du volant avec un système de recharge par induction. Les messages de l'opérateur vers l'utilisateur seront envoyés comme ça. Et puis après, il y aura un paquet de fonctions qui seront rajoutées. Faciliter le parking, etc. Ouais. Donc tout est avec le smartphone. Et l'idée géniale, encore une fois, c'est de ne pas avoir à la charger. Ce système de robot qui va venir chercher les batteries quand la voiture ne tournera pas et les remplacera, elle sera toujours chargée. C'est juste la bonne idée. Elle arrive quand, cette auto? Paris, dans les rues, à louer à partir du mois de mai de l'année prochaine. Voilà, rappelons que ce n'est pas un produit qu'on pourra se payer pour la maison. Hein, que c'est pour les flottes d'entreprises, les flottes de grandes collectivités. Oui. Et il y en aura à Paris? Il y en aura à Paris, et pour donner une idée, en location, pour nous, c'est 40 cents par minute. Donc c'est pas non plus quelque chose d'exorbitant. C'est très facile. Ah bah écoute, on a hâte d'essayer, on en parlera encore. Merci Alain Didica. Avec plaisir, merci. C'est la fin de ce 6e épisode d'On refait l'attaque. Merci de l'avoir suivi, merci Marjorie, merci Guillaume, merci Alain. N'oubliez pas également notre club ORLM, le club VIP notamment, hein, c'est une formule premium sur YouTube. Vous pouvez désormais vous abonner contre monnaie sonnante et trébuchante, mais en contrepartie, vous avez plein d'avantages. L'émission 24 heures avant, la possibilité de poser des questions en direct, en vidéo, la possibilité également de nous parler à toute l'équipe, à toute la team, nous donner des idées d'émissions via le Discord. On peut parler à Stéphane Zibi, c'est vrai? Oui, on peut parler à Stéphane Zibi d'On refait le Mac, qui est pas loin, qui est en coulisses. Et également, vous pouvez venir nous voir au Village by CA, visiter nos studios. Vous pouvez également participer à des soirées exclusives. On va fêter notamment les 12 ans d'On refait le Mac d'ici la fin de l'été. Merci de nous soutenir et de vous abonner à ORLM Premium, ça s'appelle le Club ORLM. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner tout court et à cliquer sur le petit bouton pour la cloche et puis également le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Rendez-vous le mois prochain. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt.